Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h13 sur Europe 1, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer en Syrie et plus particulièrement dans cette ville d'Alep, la deuxième ville la plus peuplée de Syrie. Je parle sous votre contrôle. Bonsoir David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Pour les auditeurs d'Europe 1, on a évoqué la situation dans le journal. La ville d'Alep a été conquise par les djihadistes et leurs alliés. On va essayer de comprendre qui sont les alliés également de ces djihadistes. Ils ont pris même aujourd'hui le contrôle de l'aéroport international. Alep, c'est une ville dont on a entendu parler effectivement pendant la guerre, deuxième ville de Syrie. Et là, ça a été une offensive éclair. En 2-3 jours, cette ville est tombée aux mains des rebelles. Monsieur Rigoulet-Rose, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait-il qu'ils soient allés si vite? On va essayer de comprendre qui sont ces rebelles. 2-3 jours pour reprendre Alep. Oui, ça c'est spectaculaire dans les modalités, la rapidité de l'opération. Alors, elle n'est pas improvisée. De toute façon, ça fait plusieurs semaines que qu'il y a des préparatifs. Mais effectivement, le déroulé de l'opération laisse un peu songeur sur l'absence de résistance, on va dire, des forces du régime. Alors, les groupes qui ont effectivement investi à Alep, c'est d'abord le Hayat Tahrir al-Sham. En fait, c'est le groupe principal islamo-djihadiste qui domine l'enclave d'Idlib, où se sont retrouvés tous les insurgés, rebelles et autres factions qui avaient été expulsés par les forces de Bachar el-Assad et qui s'étaient regroupés là. Et il se trouve que c'est de là qu'est partie effectivement l'offensive autour de HTS, ce qu'on appelle HTS. Il y a une myriade de groupes islamistes, souvent liés aux Turcs. D'ailleurs, pas que, mais enfin souvent liés aux Turcs, et donc on peut penser que le président Erdogan regarde ça d'un œil acéré, parce que ça l'intéresse au premier chef, et on peut penser aussi qu'il a donné un aval tacite, au moins. Il a été informé de toute façon de l'opération, et ce qui surprend tout le monde, c'est la rapidité, effectivement, en 3 jours, de la ville d'Alep, qui est la deuxième ville du pays, qui était l'ancienne capitale économique, qui a été ravagée, puisque les derniers djihadistes ont été expulsés justement vers Idlib en fin 2016, en décembre 2016, et depuis mars 2020, il y avait dans le processus d'Astana qui réunit l'Iran, la Turquie et Moscou, il y avait un processus de pacification, en tout cas de stabilisation. Et là, subitement, ça reprend. Et le calendrier, enfin en tout cas le timing. Est-ce que c'est lié à l'élection de Donald Trump? Parce qu'on me dit, qu'est-ce qui fait que ça joue? C'est plutôt lié à ce qui se passe de l'autre côté, au Liban. Au Liban, c'est-à-dire où il y a eu effectivement les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah. Or, le Hezbollah était présent, évidemment, il y avait une empreinte iranienne et de groupes pro-iraniens, parmi lesquels surtout le Hezbollah, en Syrie, puisque c'est au sol, c'est notamment le Hezbollah qui a soutenu le régime de Bachar el-Assad pendant la guerre civile, alors que dans les airs, c'était l'aviation russe. Et il se trouve que, vu ce qui vient de se passer, il y a un affaiblissement évidemment très très important du Hezbollah qui a dû vraisemblablement transférer des forces depuis la Syrie, où il résidait depuis plusieurs années, pour soutenir évidemment le combat au Liban. Et vraisemblablement, il y a eu une fenêtre d'opportunité qui s'est offerte et que le HTS, enfin les islamo-djihadistes ont saisi justement pour s'engouffrer dans la brèche. Alors, David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, j'ai lu des mots comme Al-Qaïda, Daesh, qu'on avait un peu oubliés. Est-ce que ces rebelles appartiennent à Al-Qaïda, Daesh, à ces factions? C'est la mouvance djihadiste en général, mais tous les groupes sont pas équivalents à ce qu'on appelle Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire le groupe principal qui domine l'enclave d'Idlib. Paradoxalement, ils ont férocement Daesh dans l'enclave, qui s'est soumis effectivement à l'hégémon en fait de ce groupe, autour duquel gravitent une myriade d'autres groupes plus ou moins affiliés et connectés au service turc.
service secret turc. Et le problème, c'est que depuis plusieurs années, il y a effectivement cette enclave qui n'est pas passée sous souveraineté du régime de Damas. Et on va dire que c'est quelque chose qui pose un problème, d'autant plus qu'au nord, il y a une présence turque. Et donc, il se trouve que depuis plusieurs semaines, les forces du régime bombardaient effectivement les zones limitrophes d'Idlib. Et HTS, donc le groupe en question, avait dit que ça pourrait pas durer longtemps et que ça amènerait une réponse, une réplique. C'est le nom d'ailleurs de l'opération qui a été menée. C'est la réplique justement aux pressions du régime, qui a pris un risque parce qu'il est en situation de faiblesse. Et là, ça le démontre, puisqu'il vient de perdre effectivement la ville qu'il avait reconquise de haute lutte en 2016. Et donc ça soulève... 4 ans, ça avait pris, si je me souviens bien. 4 ans. Et là, ils le perdent en 3 jours, 2-3 jours. Et ça va avoir des conséquences très importantes. Alors, lesquelles? En tout cas, il y a des pays des acteurs géopolitiques qui vont pas voir ça d'un œil forcément négatif. La Turquie, parce que ça acte l'affaiblissement du régime de Bachar el-Assad, avec lequel il n'y a jamais eu d'accord définitif, qui était demandé justement par Erdogan, parce que Erdogan voudrait éventuellement pouvoir rapatrier une grande partie des réfugiés syriens de l'autre côté. Et on voit bien que c'est évidemment, ça suppose un accord de Bachar el-Assad, et lui, il ne veut pas voir arriver ces millions, puisque ce sont des gens apparentés aux insurgés qu'il a combattus. Et puis, il y a Israël, parce que ça signe effectivement, ça acte un affaiblissement avéré du Hezbollah, qui a subi une guerre d'attrition lourde au Liban, et il se trouve que la Syrie est un troisième point sensible de ce qu'on appelle le front de la résistance, la dite résistance à Israël, puisque c'est par là que c'est le cordon ombilical en fait qu'utilise l'Iran depuis toutes ces années pour faire transiter le flux des armes à destination du Hezbollah au Liban justement. Et d'ailleurs encore hier, il y a eu des frappes de Tsahal à la frontière entre la Syrie et, malgré le cessez-le-feu entre la Syrie et le Liban, justement pour hypothéquer ces flux éventuels. David Rigollet-Rose, on est ainsi un peu surpris. Alors il y a Alep qui est tombé une rapidité déconcertante, et il y a des dizaines de localités qui autour, pareil, sont tombés, et d'après les images qu'on voyait, les habitants non seulement n'opposaient pas de résistance, mais n'avaient pas l'air plus dérangés que ça de voir arriver ces rebelles. Oui, de toute façon, dans cette région, il y a eu une répression féroce contre la population, dont une partie avait avait soutenu les rebelles. Donc c'est très compliqué. Tout est évidemment, il y a le passif de la guerre civile. Et puis il y a une incompréhension à ce qui s'est passé. Il y a un effet de sidération quand on entend les témoignages. Les gens sont à la fois étonnés, sidérés, inquiets, parce qu'ils savent pas très bien ce qui va se passer après, et certains ont des doutes évidemment sur le comportement qu'auront les groupes islamo-djihadistes, notamment HTS, qui pour l'instant est dans une posture justement qui se veut raisonnable pour éviter justement d'être taxé, d'être indexé sur l'agenda d'Al-Qaïda, dont il a voulu s'émanciper il y a plusieurs années pour être présentable et un interlocuteur notamment vis-à-vis des Turcs. Donc c'est l'Orient compliqué. Oui, c'est ça, c'est l'Orient compliqué. David Rigollet-Rose, merci d'essayer de nous éclairer un peu sur la situation. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un affrontement direct entre la Turquie et la Russie qui protège le régime de Bachar el-Assad? Ou est-ce que a priori non, c'est pas de loup? Oui, c'est ça. Il y a des ajustements qui se font. Le président Erdogan regarde avec attention l'affaiblissement russe, parce qu'évidemment les deux soutiens principaux du régime de Bachar el-Assad, c'était Moscou et Téhéran, et les deux sont dans une situation compliquée. Et d'ailleurs, on peut penser que l'accélération de l'opération s'est faite d'autant plus facilement qu'il y avait un déficit de soutien aérien, notamment de la Russie, qui, elle, est très engagée en Ukraine, comme on le sait. Donc, en fait, les deux principaux soutiens sont engagés sur d'autres théâtres. Et c'est probablement ce qui a constitué une fenêtre d'opportunité pour HTS pour lancer son opération. Ça veut dire que Bachar el-Assad est fragilisé durablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que... Il est inquiet. Oui, il est inquiet. Ça explique d'ailleurs qu'il essaie de il a été extrêmement discret ces dernières semaines. On l'a pas entendu. Il sait que son trône est vacillant.
il y a des tensions, y compris avec son propre frère, qui lui est très lié aux Iraniens, et il a une position d'équilibriste, évidemment, parce qu'il est débiteur vis-à-vis de ses soutiens, de ceux qui lui ont permis de rester au pouvoir, à savoir Moscou et Téhéran, et en même temps, il sait que c'est très instable, et donc il essaie de ménager, il est un peu entre Caribe et Scylla, et il essaie d'esquisser aussi un rapprochement vis-à-vis des pétromonarchies, puisqu'il a réintégré la Ligue arabe, et c'était quelque chose qu'il souhaitait. Donc il y a des arbitrages très compliqués pour lui, parce qu'il est très affaibli aujourd'hui. On est au seuil d'une crise géopolitique, pensez-vous, dans le... Ah bah de toute façon, la Syrie, c'est le maillon faible maintenant de ce qu'on appelle l'arc de la Moukawama, c'est-à-dire des membres de la dite résistance à Israël, puisqu'il y a la guerre contre le Hamas, contre le Hezbollah, des frappes contre les Houthis, et évidemment, il y a une déclaration intéressante juste au moment de l'annonce du cessez-le-feu par Benjamin Netanyahou à l'adresse justement de Bachar el-Assad en disant qu'il jouait avec le feu. Il jouait avec le feu en laissant l'empreinte iranienne se maintenir en Syrie. Donc la situation et il se trouve qu'il y a eu des centaines de frappes de Tsahal depuis, pas forcément publiques, depuis ces dernières années, y compris une opération terrestre, ce qui était inédit, début septembre, sur un site du gouvernement, mais utilisé pour une fabrication de missiles guidés, utilisé par les Pasdaran, enfin les gardiens de la révolution, avec les membres du Hezbollah, justement à Masyaf, qui est un endroit, un site scientifique, et c'était la première fois qu'il y avait une opération militaire israélienne au sol pour faire sauter les infrastructures. Oui, effectivement, ça c'était inédit. Pour revenir à peut-être un sujet qui nous intéresse nous en France, on a vu des prisons s'ouvrir, c'est-à-dire que ils ont libéré des prisonniers. Y a-t-il, peut-être le savez-vous, David Rigollet-Rose, parce que ça aussi on l'a peut-être c'est un peu loin de nous, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Y a-t-il des Français à l'intérieur de ces prisons et pourraient-ils rentrer chez nous? Ah, c'est pas impossible. De toute façon, ça explique d'ailleurs les déclarations des autorités françaises qui scrutent avec la plus grande attention ce qui se passe à Alep. Parce qu'effectivement, dans les djihadistes qui ont été incarcérés, dans les prisons du régime de Bachar el-Assad, qui n'ont pas une réputation particulièrement favorable. Il y a certainement effectivement des activistes qui avaient rejoint, qui avaient fait effectivement l'hijra entre guillemets, c'est-à-dire pour faire le djihad en Syrie. C'est difficile de savoir parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de visibilité là-dessus, mais on peut rien exclure. Oui, on peut rien exclure. Il pourrait y avoir effectivement des Français qui du coup essaieraient de regagner le territoire. Oui, de toute façon, il y a une traçabilité quand même, il y a une surveillance très étroite, mais effectivement, il y a une attention soutenue qui va être qui certainement va être... Et est-on au seuil d'une crise migratoire, effectivement, avec un mouvement de population comme on avait pu le connaître au plus haut de la crise en Syrie, ou est-ce que la population est résignée, fera avec ce qu'on lui offrira? Oui, mais une grande partie de la population a déjà migré à l'extérieur. Donc là, il n'y aura pas de crise migratoire. A priori, c'est pas l'enjeu de la crise migratoire se pose pas, c'est plutôt un risque géopolitique majeur. On est dans une zone sismique, avec des plaques qui bougent, et donc effectivement... avec des acteurs dont on est aujourd'hui dans des affrontements, des guerres chaudes. Clairement, c'est plus, c'est pas uniquement des rapports de force dissuasifs. C'est la dissuasion se manifeste aussi par des opérations militaires directes. Et donc effectivement, la question de la Syrie est un pôle central parce que la Syrie a toujours été un pays majeur sur l'échiquier régional. Et la survie du régime de Bachar el-Assad, effectivement, peut être posée du fait de son affaiblissement, en fait. Qui pour le remplacer, son frère? Non, mais en tout cas, ça soulève beaucoup de questions sur l'après. Oui, parce que c'est la Russie qui décidera. En tout cas, la Russie est très inquiète. D'ailleurs, elle a manifesté le fait que Bachar el-Assad devait reprendre en main. Ils ont bombardé. L'aviation russe a bombardé, puisqu'il y a une base aérienne russe à Meymin, qui est près à proximité, mais les Russes sont très inquiets parce qu'ils sont tellement engagés en Ukraine qu'ils peuvent pas, évidemment, mener de front, mobiliser suffisamment sur un temps court, suffisamment de force pour les soutiens requis. Et on n'a pas effectivement le successeur de Bachar el-Assad. Non, mais de toute façon, pour l'instant, le président de la République française a dit qu'il fallait relancer le comité justement constitutionnel. C'est le serpent de mer sur la dite transition politique qui serait une option. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Là, la région est soumise aux bouleversements les majeurs justement qu'on connaît. Oui.
Voilà, Alep, donc deuxième ville de Syrie, qui est retombée aux mains des rebelles en l'espace de 2-3 jours. C'est vraiment inédit, et c'est pour ça qu'on voulait entendre votre voix, David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie, parce que c'est inédit. Voilà, c'est d'aller à une rapidité déconcertante, ce qui prouve, et c'est ce que vous nous dites ce soir sur Europe 1, l'affaiblissement du régime de Bachar el-Assad. Et c'est vrai que la région, la Syrie, la région, chaque jour, mais c'est quand même incroyable, parce que chaque pays, on a le sentiment que chaque pays, mais autour d'Israël, s'enflamme les uns après les autres. Oui, mais parce que autour d'Israël, chaque endroit était le lieu finalement d'un des mandataires. Il y a la question aussi de l'Irak qui est posée, puisque là il y a un drone qui vient d'être abattu justement, qui visait Israël depuis l'Est, et vraisemblablement qui était parti justement, qui a été lancé par les mandataires pro-iraniens irakiens. Donc c'est tout cet arc effectivement que Israël a décidé de déstabiliser, de le dévaluer stratégiquement, parce que de toute façon en dernier ressort, le fond du problème, on le verra en 2025, le vrai front, c'est l'Iran, et c'est la problématique nucléaire qui va revenir de manière massive. Bien. Écoutez, David Rigolet, je suis obligé d'arrêter là parce que j'avais envie de continuer. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci beaucoup, David Rigolet-Rose, d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1.